Le grand débat des vraies voix, la France a un nouveau Premier ministre, passation de pouvoir en ce moment même, et Édouard Philippe qui a dit à Jean Castex « Soyez bon », voilà, il y a du boulot. Il y a du boulot pendant 1 an et demi encore, bien évidemment. C'est un inconnu pour le grand public, mais il est très connu à Prades, dans les Pyrénées-Orientales, dont il était le maire, ex-collaborateur de Nicolas Sarkozy. C'est aussi lui qui a mis en œuvre la stratégie de déconfinement, le grand débat des vraies voix. Jean Castex, nouveau Premier ministre, et puis un nouveau gouvernement à venir également. Est-ce que ça change quelque chose pour vous ? 0826 300 300, vous êtes les bienvenus. Et les réseaux sociaux, Cyprien Pézeril, tiens, ça donne quoi pour le moment ? Eh bien, pour 88% de nos auditeurs sur Twitter, ça ne change rien du tout. Pas étonnant. Un commentaire intéressant, Sylvain, qui est très drôle, qui nous dit tout simplement « Quelqu'un le connaît, ce Jean Castex ?» Oui, c'est le problème. Non, mais ça, c'est vrai. Sud Radio, les vraies voix. Le débat est ouvert. Vous le connaissiez pas, Yael Mellul ? Non. Je connaissais vaguement, on va dire. Le nom ne m'était pas inconnu. Oui. Je savais vous ne connaissiez pas Jean Castex, pardon. Ni l'un ni l'autre. Ah d'accord. Voilà. Bon. Ok, d'accord. Donc voilà, je me suis renseignée, je suis pas plus informée aujourd'hui de ce qu'est cet homme véritablement. Alors ce qui est drôle, c'est que il est un peu comme Marie-Christine, mais elle l'a dit, il est d'Occitanie. Donc ils ont le même accent. Ah, ça c'est plutôt agréable ça. Ça chante. Oui, c'est vrai. C'est dans notre sud. Voilà. Et puis c'est tout. Et puis si les Nords ils sont pas contents, les nordistes, tant pis. Voilà, c'est comme ça. Bon, nos invités. Marie-Christine Verdier-Jouclas, députée La République En Marche du Tarn, porte-parole des députés La République En Marche. Sandra Regol, porte-parole d'Europe Écologie Les Verts, est également avec nous. Bonsoir, ma chère Sandra Regol. Luc Gras est également avec nous, politologue, ancien conseiller ministériel. Merci beaucoup d'être avec nous pour analyser évidemment tout ça. Je donne la parole d'abord à la majorité. Marie-Christine Verdier-Jouclas, Jean Castex, c'est un bon choix pour remplacer Philippe, ou bien c'est un copier-coller en quelque sorte? Ça dépend ce qu'on attend pour la suite. Ouais. Et c'est en répondant à cette question qu'on pourra savoir si c'est un bon choix. Et surtout, moi, ce que j'attends, c'est quel gouvernement il va mettre en place et quels équilibres il va pouvoir effectivement mettre en place. Je crois que c'est important. J'entendais. Il est d'Occitanie comme vous le connaissiez bien? Non, pas du tout. Par contre, ma collègue députée Laurence Guette des Pyrénées-Orientales le connaissait très bien, forcément. Mais je crois que ce qui est important, quand j'entendais la personne qui parlait tout à l'heure de Prades, qui disait c'est pas un Premier ministre vert, mais c'est quoi un Premier ministre vert? Aujourd'hui, ce qu'on attend d'un Premier ministre, c'est d'exécuter la politique du président de la République. Il l'a dit, je crois, Édouard Philippe dans son discours. Non, pas du tout. Il faut être bon et il faut être souple, et en même temps, il faut être ferme. Et surtout, il faut savoir respecter les équilibres. Et l'écologie, elle doit être au cœur de notre programme, mais elle doit être dans tous les ministères. Et puis, j'ai envie de répondre à Sylvain. Est-ce que quelqu'un connaissait Édouard Philippe il y a 2 ans? Aujourd'hui, il a une popularité supérieure à 50%. Non, mais c'est vrai. C'est le travail qu'il pourra faire, c'est tout ce qu'il pourra démontrer. Il nous reste 2 ans pour travailler en tenant compte de tout ce qui s'est passé, tout en gardant le cap. C'est tout ce qu'il pourra faire, tout ce qu'il pourra démontrer, qu'on saura si donc si je comprends bien ce que vous dites, Marie-Christine Verdier-Jouclas, Jean Castex, ça va être un bon secrétaire général, quoi, quelque part. Mais attendez, moi qui connais l'administration en tant que parlementaire, on a l'avantage d'avoir quelqu'un qui, connaît le terrain, qui est élu de la ruralité, quand même, et ça, c'est super important. Donc, il sait ce que c'est que d'être élu, il sait ce que c'est que d'être dans un territoire. Prades, je crois que c'est 6 000 habitants. C'est ça, on l'a dit. Et en même temps, il connaît très bien les rouages de l'État et de l'administration. Et je crois que le souhait du président de la République, c'est de réformer l'administration. Donc, moi, je suis quand même assez contente de ce choix, parce qu'en tant que parlementaire, on est réformer parce que l'administration, par exemple, sur les masques, n'a pas bien travaillé, pour être clair. Mais au-delà de ça, je ne répondrai c'est le dernier exemple. Oui, c'est le dernier exemple. Mais c'est même nous, en tant que parlementaires, on est quand même confrontés tous les jours à l'administration. Mais réformer l'administration, ça veut dire quoi? Il faut dégraisser le mammouth, là? Qu'est-ce qu'on fait alors? Il faut qu'on aille plus vite. Et puis on a fait des propositions claires. Suite à la crise des Gilets jaunes, on a fait des propositions claires. Ils voulaient réformer l'ENA. Et nous, en tant que parlementaires, on a besoin d'avoir une administration qui réponde rapidement et surtout qui fasse ce qu'on a voté. Et je crois que c'est important. Donc moi, ça me plaît assez d'avoir quelqu'un qui est en fait aux 2 extrémités, à la fois les mains dans le cambouis parce que c'est un élu local qui est dans la ruralité, et en même temps au plus haut de l'État parce qu'il connaît très bien les rouages. Et je crois que c'est bien. Pour autant, je vais énormément regretter Édouard Philippe, notre Premier ministre, donc notre ex-Premier ministre. Et c'est avec beaucoup d'émotion que je le vois partir, parce que c'était un bon Premier ministre, vraiment. Trop bon peut-être d'ailleurs.
Pas du tout, puisque vous voyez bien que le président de la République... Il pouvait devenir un danger. Mais non, mais arrêtez avec ça. Pour le président. Pourquoi le président de la République lui confie alors une super mission quand même, et qu'il a accepté? Pourquoi, à votre avis? Pour le ferrer, peut-être un petit peu. Mais il pouvait refuser. Il pouvait refuser. Il a accepté. Enfin, ça l'empêchera pas d'y aller s'il a envie, d'ailleurs. Depuis toujours, chaque fois que je participe à vos émissions, vous avez essayé de dire qu'il y avait de l'eau dans le gaz entre le président de la République et le Premier ministre. Preuve en est que non seulement il n'y a pas de l'eau dans le gaz, mais en plus, il lui donne une super mission de reconstruire la majorité d'ici 2022. Je voudrais entendre Sandra Regol. Jean Castex, votre sentiment, Sandra, c'est un homme de terrain, comme l'a dit Marie-Christine Verdier-Jouclas, ça c'est vrai, puisqu'il est élu local, maire de Prades dans les Pyrénées-Orientales. Ça en fait un proche aussi des préoccupations de terrain, effectivement, à votre avis, ou pas? Oui, c'est très certainement un élu local. Oui, c'est très certainement un bon Premier ministre. Si ce qu'on entend faire, c'est continuer exactement comme avant, sans tenir compte ni de la crise économique qui arrive, ni même des aspirations des Françaises et des Français. Vous parliez tout à l'heure de vague verte que vous remettiez en question. Vous avez raison quelque part. C'est pas une vague Europe Écologie Les Verts, c'est une demande d'écologie et de social. C'est une demande d'un tournant écologique et social. Et je suis très étonnée parce que ces derniers jours, j'ai beaucoup entendu Emmanuel Macron, le reste du gouvernement, gloser sur ce nécessaire virage. Mais le choix qui arrive à la fin, c'est celui du choix inverse. Et alors, encore plus drôle, on a beaucoup parlé aussi de cette interview donnée hier à la presse quotidienne régionale, où Emmanuel Macron explique qu'il n'y a aucun problème avec Édouard Philippe, qu'il travaille extrêmement bien avec lui, et que donc il n'y a aucune raison qu'il s'en aille. Non, il n'a pas écrit ça. Alors, tout n'a pas été écrit, puisque des choses ont été retirées par l'Élysée ou à la demande de l'Élysée. Mais oui, bien sûr. Voilà, donc en tout cas, dans son interview, tout est fait pour qu'on comprenne que Édouard Philippe ne part pas. Et le lendemain, à peine 24 heures après, eh bien soudain, il y a divorce dans le binôme présidentiel et Premier ministre. Et vous posiez tout à l'heure, Madame, avant de m'interrompre, la question, on attend quoi d'un Premier ministre? Moi, j'attends pas d'un Premier ministre qui soit juste aux ordres du président. J'attends de lui qu'il soit en capacité de faire face à la crise qui arrive, la crise économique, la crise sociale, la crise environnementale. Et c'est ça la seule mission d'un Premier ministre, c'est d'être au service de la nation. Et bien vous serez d'accord comme quoi Édouard Philippe a bien fait effectivement son job de Premier ministre, puisqu'il a fait il a su faire face et prendre ses responsabilités en faisant des choix parfois difficiles, à la fois pendant la crise des Gilets jaunes et en même temps, excusez-moi, mais la crise du Covid, excusez-moi, mais quand même, on l'a passé, on a su faire face. On n'est peut-être pas d'accord avec les choix qui ont été faits, mais en tout état de cause, on ne peut pas reprocher au Premier ministre d'avoir fait face. On a su faire face. Pardon, juste une chose quand même par rapport à Édouard Philippe. C'est vrai que moi j'ai le sentiment qu'il a pris de l'épaisseur effectivement pendant ce confinement, parce qu'on le voyait le samedi dans les conférences de presse qui duraient 1 heure ou 1 heure et demie, et on voyait bien qu'il tenait la baraque alors que le président à côté lui était assez aérien et on se demandait ce qui se passait avec lui. Et chacun dans son rôle. Oui, enfin chacun dans son rôle, d'accord. Moi ce que je veux dire par rapport à ça, mais Binger il va venir Binger, mais non pas du tout, mais je sais qu'il est d'accord avec ça. C'est parce que je sais qu'il est d'accord avec ça. Binger va venir vous aider évidemment. Il ne va pas hésiter une seule seconde. Ce que je veux dire par là, ce que je veux dire par là, si vous voulez, c'est que moi je veux bien qu'on dise il a été formidable pendant la crise, mais enfin il était quand même Premier ministre d'un gouvernement qui n'avait pas de masque au moment où il en fallait. Pardon. On va pas revenir sur l'histoire des masques. Mais il y a une émission, mais il y a une enquête parlementaire. On y reviendra tant que les responsabilités ne seront pas clairement vous n'êtes pas censé savoir qu'il y a une mission aujourd'hui parlementaire, donc une enquête, une enquête d'information où il y a des députés et des sénateurs et tout le monde qui travaille pour savoir ce qui s'est passé. Mais ne faisons pas un procès du futur nouveau Premier ministre en fonction de ce qui s'est passé avec l'ancien Premier ministre. Il faut arrêter. Enfin, à un moment donné, il faut arrêter. Un dernier mot et puis on part en pub. Un dernier mot et vous pourrez parler juste après. Ce qu'on peut constater, c'est qu'Édouard Philippe part, alors que, dites-moi si je me trompe, on est encore dans un état d'urgence, qu'on s'apprête à rentrer dans une crise économique hors du commun, du jamais vu même. Et c'est à ce moment-là précis qu'il part, avec une cote de popularité. Mais il était peut-être fatigué. Extrêmement forte. Il était fatigué. Moi, je pense qu'effectivement, il en a. C'est de sa propre initiative qu'il est parti, qu'il en a eu marre, qu'il est vraiment, et que Macron a été un peu pris au dépourvu et qu'il a pris ce qu'il avait. Mais ça n'engage que et ça lui va. Mais bien sûr, votre explication. Je suis chroniqueuse, je donne mon avis. Donc, je suis là pour ça. Explication. Absolument. J'ai pas terminé et je pense qu'il a pris. Vous le partagez.
Et je pense Mais qu'il vous a savez, pris Philippe Castex. Binger, je vais vous dire un truc. Ce que vous dites vous le partagez aussi avec vous-même. Chacun partage ce qu'il a Voilà, envie moi de c'est dire. mon avis. C'est mon avis. Voilà, Oui, ça n'engage mais que bien moi. sûr, on Voilà. termine, on Et moi, je termine. pense qu'il a On pris termine, s'il effectivement vous plaît. Castex parce que c'est une personne qui est inconnue, je veux dire, du grand public et qui ne lui fera surtout, et c'est surtout ça le point le plus important, qui ne fera pas d'ombre à Macron. Et je ne suis pas d'accord avec vous. Le problème d'Édouard Philippe, c'est qu'il faisait beaucoup trop d'ombre. Je ne suis pas d'accord qu'il prenait avec vous. beaucoup trop de lumière par rapport à Macron. Et aujourd'hui, Macron a besoin de préparer sa Je présidence. ne suis pas du tout d'accord avec vous. évidemment que Et vous oui, n'êtes mais pas pour d'accord. côtoyer les deux hommes, quand même, moi, depuis 3 ans, je peux vous assurer que votre analyse, je suis désolée, mais elle est fausse de A à Z. Il n'y avait pas plus complice que le président de la République et le Premier ministre. Hein. Mais non, je ne plaisante pas. Ah ben ça, c'est pas vu, hein, du tout. Hein. Allez, on va Je suis poursuivre le désolée, débat Mais moi, dans je un suis sûre, instant. par contre, de ce que Les j'affirme. vraies Ça, voix. c'est clair. Quand je dis que les femmes, c'est pas facile, on en a la preuve quand même. Quelle Bon. indignité. Mais on les adore. On les adore en même temps. Bon. Vous pouvez rien faire sans nous. Absolument. Jean Castex, nouveau Premier ministre, nouveau gouvernement à venir. Est-ce que ça change quelque chose pour vous? 0826 300 300 et les réseaux sociaux, Cyprien Eh bien non, Pézeril. ça ne change rien pour 88% de nos auditeurs. Allez, à tout de suite. Christophe Bordet. La suite du grand débat des vraies voix avec Philippe Binger, Yael Mellul, Chloé Nabédian, Cyprien Pézeril, Jean Castex, nouveau Premier ministre, nouveau gouvernement à venir. Est-ce que ça change quelque chose pour vous? Les réseaux sociaux, Cyprien Pézeril, ça donne quoi pour le moment? Eh bien pour une toute petite partie de nos auditeurs, oui, ça change quelque chose. Ils sont 11% à penser qu'effectivement ça va changer. C'est pas beaucoup. Bon. C'est déjà ça. Nos invités, Marie-Christine Verdier-Jouclas, députée La République En Marche du Tarn et porte-parole des députés La République En Marche à l'Assemblée. Sandra Regol, porte-parole d'Europe Écologie Les Verts. Luc Gras, qu'on n'a pas encore entendu. Je vais vous donner la parole tout de suite. Politologue, ancien conseiller ministériel. Alors, Luc Gras, pour faire une question un peu globale, évidemment, quel signal est envoyé, selon vous, par le président Macron à travers ce choix de Jean Castex à Matignon? Alors d'abord, je vais vous dire que moi, je connais Jean Castex depuis plus de 35 ans, puisque j'étais ça, c'est intéressant. avec lui à Sciences Po. D'accord. Vous voyez, Bon. donc, Quel genre d'homme est-ce? Allons-y. Alors c'est quelqu'un qui, il y a 35 ans, à peu près, apparaissait comme très policé, très convenable dans le comportement, très prudent. Il n'a pas changé. Et c'est quelqu'un qui finalement, moi qui ai toujours été un petit peu observateur dans l'âme, manifestait tous les éléments qui permettent de dérouler une belle carrière. Oui. Voilà. Intelligent, poli, réactif. Voilà. Oui. Il les correspond, pour commencer à répondre à votre question, il correspond parfaitement, si on cherche le prototype du serviteur de l'État d'une 50aine d'années aujourd'hui en France, il correspond tout à fait à ce prototype d'un énarque qui est tout à fait capable de remplir de multiples fonctions administratives. Alors, quel message envoie C'est pas trop ce qu'attendaient les Gilets jaunes, par exemple, les énarques. Oui. Alors, quel message envoie le président de la République? En fait, il envoie un message simple, c'est qu'il cherche à reprendre la lumière. Et donc, Édouard Philippe était en quelque sorte un peu comme maintenant Jean Castex quand il est arrivé en 2017, inconnu au bataillon, avec un beau parcours d'énarque et incontestablement des compétences multiples de gestion. Jean Castex, en fait, c'est retour à la case départ 2017. Emmanuel Macron redevient le patron sans discussion. Alors, quel message ça envoie? Évidemment, ça pose... Donc, Macron décide, point barre. En fait, Macron est le Premier ministre aussi, en réalité. Il reprend la main. Il veut reprendre la main. Macron reprend la main. Absolument. Oui, Macron reprend la main. Il veut reprendre la lumière. Il veut la lumière sur lui. Alors, la chose, c'est que... Édouard Philippe prenait trop la lumière. Allez-y. Mais qu'il veuille reprendre la main, c'est une chose. Mais là où je ne suis pas d'accord avec vous, c'est quand vous voulez dire qu'il reprend la lumière. Laissez Luc Gras parler. Pour moi, ça n'a rien à voir. Déjà, la première chose quand on veut partir au Nouveau Monde, c'est apprendre à écouter l'autre et donc à ne pas couper la parole. Premier point positif, si on veut chercher quelqu'un... On est dans un débat, on peut Je me suis fait s'interrompre. gronder, c'est moi que vous grondez. Non, Marie-Christine, c'est Marie-Christine qui se fait gronder. Mais bon, moi, on m'a expliqué que dans le débat, on pouvait parler. Luc, on y va, Luc. Bon, si on veut s'inscrire dans une forme de continuité, dans une forme de entre-soi, de gens compétents, on ne va pas leur enlever ça, de gens compétents, mais dans le système actuel, évidemment que Jean Castex présente des qualités et c'est un homme respectable. Si on considère, en termes d'analyse de l'opinion publique, qu'il y a des choses
plus complexe, plus grave qui se passe dans ce pays, avec les gilets jaunes et avec les manifestations depuis maintenant des années de baisse de la participation électorale, de mouvements sporadiques et assez violents même parfois. Si on considère qu'il y a un vrai mal-être dans cette société, alors évidemment on peut se dire que c'est un peu court pour répondre à cette problématique-là. Autrement dit, je crois que le président reprend la barre avec quelqu'un qui est incontestablement un serviteur de l'État, mais est-ce qu'il pourra développer suffisamment sa personnalité pour permettre une rupture avec des choses qui actuellement sont présentes dans l'administration? On le voit bien, hein, les directeurs d'administration centrale sont très importants. Donc, est-ce que c'est un homme qui est porteur de rupture qui pourrait correspondre à l'attente des citoyens au fond? C'est quand même un vrai enjeu, ça. Ouais. Voilà ce que je peux dire. Notre ami Philippe Bilger, quel est votre sentiment, vous, par rapport à Jean Castex, Philippe? Alors moi, Christophe, et mon intervention permettra à nos deux invités de répondre éventuellement. Oui. Moi, je trouve tout de même que le choix de Jean Castex, dont j'ai entendu parler à l'époque de Sarkozy, et pour sa gestion du déconfinement, est un peu risqué pour la raison suivante. Je ne crois pas une seconde, comme Yael, qu'il y ait eu une dispute, que Édouard Philippe en ait eu assez et qu'il soit parti comme ça en mésentente avec le président. Je pense qu'ils sont partis dans une totale concertation. Mais il n'empêche que la présence d'un Premier ministre comme Jean Castex me semble risquée dans la mesure où elle peut aggraver une sorte d'autarcie régalienne d'Emmanuel Macron. Il n'aura plus face à lui un interlocuteur de poids et de portée. Premier point. Et le deuxième, je me demande, alors qu'il y a eu une vague écologiste à la municipale, je me demande si Emmanuel Macron, en choisissant Jean Castex, n'a pas fait radicalement l'impasse sur un soutien de gauche écologiste et s'il ne s'obsède pas sur la volonté d'attirer à lui toute la droite qui commence à être totalement déboussolée parce qu'elle se demande si elle ferait aussi bien que lui dans ce domaine. Ouais. Est-ce que vous êtes d'accord, Chloé Nabédian? Parce que c'est vrai qu'on espérait peut-être un personnage qui ait plus cette fibre sociale, de gauche, écologiste, et Jean Castex n'a quand même pas cette image-là aujourd'hui. Alors moi, je suis effectivement d'accord avec ce que vient d'évoquer Philippe, d'autant plus si je me place par rapport à ma génération qui a envie d'un renouveau, d'un changement complet. C'est ce qu'avait un petit peu insufflé Emmanuel Macron au tout début. Lorsque les gens ont voulu voter pour lui, c'est parce qu'ils voulaient voter avec un nouveau monde, une nouvelle manière de réfléchir et de voir les choses. Et là, on se rend compte qu'on est en train de faire exactement la même chose que les autres gouvernements. Les alliances municipales, qui sont plutôt des alliances avec la droite et non avec les Verts, eh bien, ont finalement piégé la République en marche, puisque nous avons aujourd'hui cette vague verte qui est là. Donc, on a l'impression que les vrais sujets de fond qui intéressent aujourd'hui les Français sont complètement mis de côté par l'exécutif actuel. Et aujourd'hui, avec cette position-là et ce nouveau Premier ministre, on ne voit pas ce changement qui va arriver, qui est demandé par les Français. Et donc, la question se pose, comment est-ce que ça va bouger pour ces prochains mois? Bon, Marie-Christine Verdier-Jouclas, d'abord, est-ce que vous avez été appelée, vous, pour être ministre Non, je n'ai pas été appelée, mais j'attends pas qu'on m'appelle. Non. Je vous aurais bien vu, pourtant. Peut-être au territoire, justement, au développement des territoires. J'attends qu'on me laisse travailler et d'avoir des relations avec les nouveaux ministres comme on a pu avoir avec les anciens, pour qu'on puisse faire notre travail, ce qu'attendent les citoyens. Quand Chloé Nabédian, ce qu'elle dit, Chloé Nabédian, on ne peut pas taxer Chloé Nabédian d'être une opposante absolue, évidemment, à Macron, etc. Mais on sent dans la bouche de Chloé, qui est jeune, une inquiétude. Mais moi, je voudrais simplement rappeler que quand Emmanuel Macron a nommé Édouard Philippe, moi, je voudrais quand même qu'on revienne en arrière. On l'a maintenant, on est avec Jean Castex. Oui, mais on l'a critiqué parce que c'était quelqu'un de droite, alors qu'effectivement, on aurait voulu peut-être avoir un Premier ministre de gauche. On l'a critiqué parce qu'on ne le connaissait pas. Il a été quand même très contesté. Il s'en va avec une cote de popularité et il a fait le job. Donc, laissons sa chance quand même à M. Castex, ça me semble le minimum. Moi, j'attends surtout, encore une fois, le gouvernement qui va nommer. Parce que moi, ce que j'attends, c'est des vrais équilibres au sein du gouvernement. Et une fois que le gouvernement sera nommé, si effectivement on n'a que des gens de droite, eh bien, on
on pourra se poser la question, mais j'espère qu'il y aura un bon équilibre parce qu'on en a besoin. Et encore une fois, en ce qui concerne l'écologie, je suis désolée, mais c'est pas parce qu'on ne met pas un Premier ministre écologique qu'on a décidé d'enterrer l'écologie. Enfin, on a décidé avec la Convention citoyenne du climat de faire une belle loi avant l'été, on va la faire. Et j'espère simplement qu'il y aura quelqu'un à l'écologie supplémentaire ou qu'il y aura un signal fort envoyé à ce niveau-là et surtout qu'on leur donnera les moyens. Parce que le signal, on en avait envoyé un avec Nicolas Hulot, ça a donné quoi? Rien. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est donner les moyens. Parti, oui, ça c'est sûr. C'est évident. Sandra rigole. Ce qu'il faut, c'est donner les moyens. Et aujourd'hui, on a un vrai tournant à prendre en donnant les moyens à ceux qui pourront mener effectivement le combat de l'écologie. Sandra rigole, à vous. Nicolas Hulot, ça a donné un symbole très très fort, celui justement d'un ministre de l'écologie qui est extrêmement connu et reconnu, qui a claqué la porte du gouvernement parce qu'il n'avait pas les moyens d'agir. Là où c'est très intéressant dans votre façon de présenter les choses, c'est que pour vous, l'écologie, c'est une boîte à outils dans laquelle on pioche pour faire 2-3 mesures environnementales. Et comme beaucoup de politiques qui sont insensibles à la culture écolo, vous confondez environnement et écologie. L'écologie, c'est la maison commune. C'est là où on construit un modèle. C'est pour ça qu'il faut qu'elle soit dans tous les ministères. Est-ce que c'est possible de finir une phrase sans que vous me coupiez ou pas? Mais allez-y, Sandra, allez-y. On a compris. Sandra. Vous voyez, vous êtes incapable de laisser la parole pour une porte-parole, c'est quand même problématique. Allez-y, Sandra, allez-y. Là, on a une ligne très claire donnée par Emmanuel Macron, qui est que dans les prochains temps, pour faire face à la crise, il va falloir travailler plus, il va falloir travailler plus en revenant sur le nombre d'heures par semaine, il va falloir travailler plus longtemps avec mais ça, il l'a dit dans l'interview de ce matin dans les journaux. Vous dites non avec la tête, mais c'est ce qu'on a compris en tout cas. On allait devoir travailler plus. Lisez la phrase en entier. Et si je puis terminer, tout ceci, tout en me disant, la priorité, c'est de créer des emplois pour la jeunesse. Je ne sais pas, quand on sature le marché de l'emploi, dans le temps et dans les horaires, comment est-ce qu'on fait pour créer de l'emploi au moment même où le chômage s'emballe? Parce qu'il y a, même dans les entreprises qui reçoivent jusqu'à 15 milliards d'euros d'aide pour faire face à la crise, des licenciements massifs. Et la réalité, c'est que la ligne de conduite de M. Castex sera d'appliquer ça. Donc, adieu le tournant social, adieu le tournant écolo. En revanche, pendant ce temps-là, le compteur continue à tourner. Il nous reste moins de 10 ans pour mettre en place des politiques publiques d'action, de résistance et de résilience face au réchauffement climatique. Et il semblerait que pour ce gouvernement, à commencer par Emmanuel Macron, ce soit très joli dans les mots, ce soit très joli pour faire des scores, mais quand il s'agit de passer aux actes, c'est compliqué. En tout cas, il y a eu cette convention citoyenne. Moi je trouve quand même incroyable qu'on puisse dire qu'on n'a pas fait du social alors qu'on vient de mettre plus de 30 milliards dans le chômage partiel qui a permis à tous les salariés de France, 1 sur 2, de pouvoir rester à la maison payé par l'État, d'avoir un contrat de travail et de ne pas être licencié. Je trouve vraiment, madame, que vous avez une notion sur le social vraiment incroyable. Et je suis désolée, mais on est en train de faire un plan de relance où on va mettre du chômage partiel longue durée pour permettre justement aux entreprises de pouvoir continuer à fonctionner tout en gardant une partie du personnel en chômage partiel, justement vous pour ne pas les licencier. licenciements quand même. Mais attendez, on parle de quoi? On parle des PME et on parle des TPE. Sandra rigole. Non, on parle d'Air France par exemple, c'est pas une PME, TPE, Airbus non plus. Mais si vous avez écouté ce qu'a dit le Sandra ministre... rigole. On ne parle pas que d'Air France, on parle aussi des prestataires, notamment de Richebourg, puis on parle aussi de l'automobile et on parle même aussi de groupes médias et etc. En fait, que ce soit de General Electric il y a quelques temps, où on avait investi beaucoup d'argent pour sauver soi-disant 1 millier d'emplois et finalement ce sont 1000 emplois qui ont été délocalisés. Que ce soit aujourd'hui avec Air France, où on met plein d'argent et où de nouveau il y a des emplois qui sont fermés. En fait, à chaque fois, vous dites que vous mettez de l'argent, mais vous ne conditionnez pas ces aides aux entreprises, ni conditions sociales, ni conditions environnementales. Donc ce sont des chèques en blanc qui ont pour fonction d'aider les entreprises, mais pas les salariés. Mais c'est faux. Dire que vous avez fait du social en continuant à faire ça, encore une fois, c'est faux. En plus sur un Premier ministre qui a pour ligne de faire ça, c'est un mensonge. Allez, réponse de Marie-Christine Verdier-Jouclas. C'est vous qui mentez dans la mesure où pour Air France, je suis désolée, mais on a mis des conditions par rapport à l'écologie. Donc je vous propose de reprendre le contrat qui a été signé entre Air France et Elisabeth Borne et le gouvernement, et il y a bien des conditions au niveau de l'écologie. Ensuite, nous, ce qu'on a fait depuis le début,
but, c'est de faire des lois qui permettent aux PME et TPE de pouvoir continuer à faire et à créer des emplois. Parce que le but, c'est de sortir les gens de la précarité. Et pour sortir les gens de la précarité, il faut pouvoir créer des emplois. Et je suis désolée, mais jusqu'à présent, dans tous les gouvernements qu'on a eus, on a fait des politiques pour les grands groupes et les multinationales. Bon, aujourd'hui, il faut se concentrer sur les PME et les TPE, et c'est ce qu'on fait depuis le début de notre mandat. On va terminer. Parce que vous les avez largement oubliés jusqu'à présent, les PME, les TPE. Mais vous plaisantez, on a fait la loi Pacte, on a réformé la loi professionnelle et l'apprentissage. Enfin, s'il vous plaît, regardez un petit peu ce qu'on a fait, le bilan qu'on a fait depuis 3 ans, avant de parler. La loi Pacte, elle n'est pas pour les entreprises multinationales, elle est pour les PME et les TPE. Je vous donnerai la parole évidemment encore, mais je voudrais terminer ce débat parce que le temps passe vite évidemment. Et j'avais une dernière question quand même pour Marie-Christine Verdier-Jouclas, une question très politique finalement. Castex est un ancien collaborateur de Nicolas Sarkozy. Sarkozy qui chuchote aux oreilles d'Emmanuel Macron. Sarkozy qui appelle le nouveau Premier ministre pour le féliciter. En fait, Macron, c'est quoi? C'est la marionnette de Sarkozy. Le vrai président, c'est qui? C'est Sarkozy, non? Je me demande, je sais pas. Mais franchement, je vais pas vous répondre à ce genre de questions. Non. Tellement qu'elle est ridicule. Elle n'est pas ridicule, je suis désolé, hein, mais on voit Sarkozy tout le temps avec Macron. Mais attendez, vous fumez, monsieur. Je crois qu'il a aussi, le président de la République a appelé Hollande. Je crois qu'il a consulté pas mal autour. Enfin bon, si Sarkozy a envie d'appeler le Premier ministre pour le féliciter, c'est très bien, mais c'est. Enfin, franchement, non, mais j'ai vraiment pas envie de répondre à cette question tellement que je la trouve ridicule. Je suis désolée. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. J'aurais tenté ma chance en même temps. Alors la vôtre, allez-y. J'aurais peut-être un petit peu plus de chance. On termine. Voilà, 2 secondes. Explique-moi pourquoi on va se séparer. Macron décide de se séparer, selon vous, d'un Premier ministre avec une cote de popularité aussi belle, quelque part, aussi forte, et avec un bilan aussi impressionnant, d'après vous. Il a bien fait son travail. Pourquoi s'en débarrasser? Parce qu'il a promis de se réinventer. Pourquoi se débarrasser d'un homme Non, mais hyper d'abord, compétent. il se débarrasse pas. Il se sépare. Se séparer, si vous préférez. Ensuite, moi, ce que je peux vous dire, c'est que pour avoir échangé avec des gens dans ma circonscription qui tous me posaient la question parce qu'effectivement, ils voulaient garder le Premier ministre par rapport à la popularité, il y en a beaucoup aussi qui disaient mais on ne peut pas dire qu'on veut se réinventer, on ne peut pas dire qu'on prend un nouveau chemin et qu'on repart différemment en gardant un Premier ministre, parce que quand vous regardez je ne comprends pas ces éléments de langage. Mais c'est pas des éléments de langage. Mais laissez-moi finir. Quelqu'un travaille bien. Mais moi aussi, mais évidemment, mais moi aussi évidemment, et je l'ai dit encore sur des plateaux il n'y a pas si longtemps. Ça marche bien là. Mais et de mieux en mieux puisque sa cote de popularité ne fait qu'augmenter. Posez la question déjà au président de la République et peut-être il vous répondra. Mais ensuite, quand vous regardez derrière nous, il est bienvenu sur Sud Radio. Dans les vraies voix. J'aimerais bien finir. Justement ce matin dans la PQR, il dit j'aurai à faire des choix pour conduire le nouveau chemin. C'est ça. Voilà. Et quand vous regardez, mais je comprends pas cette logique. Je vous assure, expliquez-la moi. Essayez de me convaincre. Mais je peux pas. Rapidement, parce qu'il nous reste 1 minute maintenant. Donc on y va là. Moi je voudrais bien, mais en fait, je pense pas que je pourrais arriver à vous convaincre, parce que moi la première, je disais qu'il fallait le garder dans la mesure où ça fonctionnait. Simplement, quand vous regardez derrière vous, on est d'accord, vous voyez. Laissez-moi finir, s'il vous plaît. Quand vous regardez derrière vous, chaque fois qu'il a fallu faire de grands changements, on a tout le temps changé le Premier ministre. Et quand moi je disais ça serait dommage, il faudrait le garder, on me répondait oui, mais c'est pas possible, parce que si on veut faire vraiment un tournant et dire qu'on change, il faut changer le Premier ministre. Alors on peut ne pas le comprendre, et je suis d'accord avec vous, mais pour autant, ben voilà. Et donc je pense aussi, et je rejoins ce qui a été dit, que mais c'est pas pour ce qu'ils voulaient récupérer la lumière. Ça, je suis complètement contre, parce que je les ai assez côtoyés tous les deux pour dire que c'est pas vrai. Mais je crois que le président de la République voulait aussi, pour la fin de son mandat, effectivement pouvoir récérer et être un peu plus maître par rapport aux administrations. Mais laissez-moi finir. Mais laissez-moi finir. Ça sera la marionnette du président, le Premier ministre. Non, il veut la lumière. Il veut être maître du jeu, maître de l'horloge. Non, mais voyez pourquoi je voulais pas le dire, parce que je suis pas d'accord avec. Je suis pas d'accord. Il l'a dit lui-même, il veut être maître du temps. Voilà. Je ne suis pas d'accord sur la lumière, parce que c'est faux. Je vous assure, pour les connaître tous les deux, c'est faux. Par contre, on a un problème avec l'administration. Et pour l'administration, pour effectivement pouvoir réformer l'administration, c'est pour ça qu'il fallait qu'ils reprennent la main. Mais uniquement pour cela. La fin du grand débat des vraies voix. Oh, c'est printemps, les amis.
Bon, Marie-Christine a quand même bien défendu le bout de gras. Elle est dure. Elle est dure. Et Yael, bah rigole pas, Yael. Non, je lâche pas. Allez, la fin du débat. Jean Castex, nouveau Premier ministre, nouveau gouvernement à venir. Est-ce que ça change quelque chose pour vous? La fin sur les réseaux sociaux, Cyprien? Non, ça ne change rien pour 89% de nos auditeurs. Allez, à tout de suite pour le Roi de l'Info.